Bonjour, je suis Adnan Azzouzi, votre professeur d'analyse numérique. Ravi de vous présenter une nouvelle séance qui sera consacrée aux travaux dirigés. Donc, on est toujours dans la série numéro 2 consacrée à l'intégration numérique. Donc, pour cette séance, on va terminer cette série avec le troisième exercice. Donc, on a déjà corrigé l'exercice 1 qui parlait de la comparaison entre les formules de quadrature. Pour l'exercice 2, on a expliqué le principe des quadratures de Gauss et on a vu que les quadratures de Gauss sont mieux que les quadratures de Newton-Cotes. Et dans ce dernier exercice, on va parler des quadratures de Gauss et leur relation avec la base de Lagrange. Donc, cet exercice est ainsi défini. Donc, j'aurai des points n points distincts de l'intervalle -1 à 1. Je prends phi 1 et phi n, c'est la base de Lagrange de Rn-1 associée à ces n points. Donc, c'est la base de Lagrange, on l'a déjà détaillé dans la série numéro 1. Donc, la première question, montrer que la formule de quadrature qui est définie ainsi est d'ordre n-1 si et seulement si oméga j, c'est l'intégrale de phi j t dt. Je réexplique une autre fois cette formule. On l'a fait déjà dans les deux premiers exercices. Donc, une formule de quadrature, elle est toujours écrite sous cette forme. La somme des constantes multipliée par g évaluée sur les points de subdivision. Donc, ces points, on a dit pour la méthode de Newton-Cotes, ils sont équidistants. Pour la méthode de Gauss, ils ne sont pas équidistants. Donc, cette formule est d'ordre n-1 si et seulement si ces coefficients oméga j, c'est simplement l'intégrale de phi j qui est la base de Lagrange associée à ces m points. Donc, pour l'ordre d'une formule de quadrature, on l'a expliqué, c'est lorsque on dit qu'une formule est d'ordre n-1 si la formule de quadrature est égale à l'intégrale exacte pour tous les polynômes inférieurs de degré inférieur ou égal à n-1. Donc ça, c'est la première question. On doit montrer cette équivalence. Pour la deuxième, on va prendre un alpha entre 0 et 1. On va prendre 4 points. -1, 1 et moins alpha, alpha. Et on prend oméga 1, oméga 2, oméga 4, des réels. Nous allons considérer la formule de quadrature suivante, qui est la même ici, où g est une fonction continue donnée sur -1. On va chercher oméga 1, oméga 4 en fonction de alpha, tel que i exact égale i approché, pour tout polynôme de degré 3. Et la dernière question, est-ce qu'il existe un alpha tel que cette formule est exacte pour tout polynôme de degré strictement supérieur à 3? Si oui, quelle est la valeur maximale de R que valent dans ce cas alpha et les oméga i? Donc, on va commencer la correction. Donc, montrer que la formule est d'ordre n-1, c'est équivalent à oméga j égale à l'intégrale de la base de Lagrange. Donc, puisque c'est une équivalence, je dois montrer les deux sens. Donc, je commence par le sens direct, ça veut dire je considère que la formule est d'ordre n-1 et je montre que les oméga j s'écrivent ainsi. Donc, on va montrer ce oméga j. Donc, la formule de quadrature est exacte pour les polynômes de degré n-1, c'est-à-dire i approché p égale i exact p. Ça veut dire l'intégrale de p, l'intégrale exacte de p égale à la formule approchée pour p, pour tout polynôme de degré inférieur ou égal à n-1. Donc, c'est-à-dire l'intégrale de p de t égale à la somme des oméga j, p de tj, j entre 1 et n. Ça, c'est la formule de quadrature. Ça, c'est l'intégrale exacte. Ils sont égaux pour tout p inférieur ou égal à n-1. Donc, puisque cette relation est vraie pour un polynôme quelconque, alors la relation elle est vraie pour les polynômes qui forment la base de Lagrange. La base de Lagrange elle est construite par des polynômes. Donc, puisque ça elle est valable pour n'importe quel polynôme de degré inférieur ou égal à n-1,
elle est valable pour le cas particulier des polynômes de Lagrange. Il faut juste vérifier que ces polynômes de Lagrange sont de degré inférieur ou égal à m-1. Et puisque on a m points, donc puisqu'on a m points, ces polynômes de Lagrange, bien sûr, ils appartiennent à Rm-1 parce qu'ils forment déjà la base de cet espace-là. Donc on a bien l'intégrale de P égale à ça pour tout polynôme, il va être valable pour le cas particulier où P égale phi k, k allant de 1 jusqu'à m. Donc cette égalité, elle est valable pour tout polynôme, donc elle est valable pour le cas particulier du polynôme qui est égal à phi k, qui est la base de Lagrange associée au point où on doit évaluer la fonction g. Donc, puisque phi k c'est la base de Lagrange, et là on l'a vu dans le chapitre 1, la base de Lagrange elle a une particularité, c'est que phi k au point tk où elle est associée, elle est égale à 1, alors que phi k pour tj les autres points, elle est égale à 0. Ça c'est la définition de la base de Lagrange. Donc, qu'est-ce qu'on considère ici? La somme de tout ça, j égale à 1, c'est-à-dire j'ai oméga 1, phi k de t1, plus oméga 2, phi k de t2. Donc, si k elle est différente de 1, ça c'est 0. Et le seul cas où ça c'est égal à 1, c'est lorsque j égale à k. Donc, pour j égale à k, ça c'est 1. Et pour tous les j différents de k, ça c'est 0. Donc dans cette somme, il reste un seul terme, c'est phi k de tk. Et là, bien sûr, c'est oméga k. Tous les autres termes, c'est 0 à partir de cette définition. Donc qu'est-ce que j'ai? L'intégrale de phi k, elle est égale à seulement wk, parce que toute cette quantité, il ne reste que wk. Donc là, j'ai montré que wk, c'est l'intégrale de la base de phi k, le terme de la base de Lagrange. Donc, j'ai considéré le sens direct cette hypothèse et j'ai montré que phi j égale à l'intégrale de phi j de t dt. Maintenant, je montre le sens inverse, c'est-à-dire si j'ai oméga j comme ça, comment je montre cette formule? Donc, pour le sens inverse, maintenant, on va supposer qu'on a le oméga j égale à ça et je vais montrer est-ce que cette formule est exacte. Elle a un degré de n-1. Donc, on a oméga j égale à ça et on va montrer la formule est-ce qu'elle est exacte pour les polynômes de degré n-1. Donc, soit P est un polynôme de degré n-1 que nous développons dans la base de Lagrange. Donc, le P, c'est la somme de PTJ fait J de T. Je rappelle que pour l'exercice 2, lorsqu'on veut montrer le degré d'une formule, on utilise la base de canonique, 1x, x carré. Mais là, c'est pas intéressant d'utiliser la base canonique parce que dans l'exercice, elle est définie par la base de Lagrange. Donc, c'est mieux de développer ici P dans la base de Lagrange et pas dans la base canonique. Donc, dans la base de Lagrange, P de T, c'est la somme de PTJ, phi J, ou phi J, c'est la base de Lagrange. Donc, I exact de P, c'est l'intégrale de P de T dt. Je remplace P de T par la somme de PTJ, phi J. Donc, c'est la somme de PTJ. Donc, l'intégrale entre moins 1 et 1 de phi J T dt. Pourquoi le PTJ, il sort de l'intégrale? C'est juste parce que TJ, c'est une constante, il ne dépend pas de T. Donc, et l'opérateur de l'intégrale est linéaire, donc la somme aussi il sort. Donc, j'ai la somme de PTJ fois l'intégrale de phi JT. Et on sait qu'on a pris par hypothèse que l'intégrale de phi JT égale à WJ. Donc, ça, c'est la somme de WJ fois PTJ. Et ça, c'est I approché de P. Donc, on a bien I exact de P égale I approché de P. Et du coup, on a terminé la première question qui dit que la formule est exacte et de degré n-1, c'est équivalent à ce que les oméga j égale à l'intégrale de phi j de T. Donc maintenant, on passe à la deuxième question.
soit alpha 1 réel donné entre 0 et 1 strictement, et on prend x1 égale moins 1, x2 moins alpha, x3 égale alpha, x4 égale 1. Et on prend 4 constantes. Nous considérons la formule de quadrature suivante. Donc trouvez W1, W2, W3, W4 en fonction de alpha pour avoir cette égalité. Donc, d'après la question précédente, on obtient que les oméga i, c'est juste l'intégrale de phi i dt. Ça, c'est en utilisant la première question. Donc, phi1 de t, qui est le polynôme de Lagrange associé au point x1, c'est t plus alpha fois t moins alpha fois t moins 1. Parce que ce phi1, elle est associée au point x1 égale moins 1. Le phi2, elle est associée au point x2, ça veut dire au point moins alpha. Et phi3, elle est associée au point x3 égale alpha. Et le phi4, elle est associée au point x4, il est égal à 1. Donc, puisque le phi1, elle est associée au point x1, donc le phi1, elle est défini par t moins alpha, ça veut dire t plus alpha, t moins alpha, t moins 1, qui est défini ici. Et dans le dénominateur, on remplace juste le t que vous voyez ici, par la valeur moins 1, parce que le phi1, il est associé à moins 1. Donc ça, on l'a bien expliqué dans la série numéro 1. Donc voilà le phi1 associé au point moins 1, et voilà le phi2 associé au point x2. Donc en calculant l'intégrale de phi1, ça c'est un polynôme de degré 3, donc l'intégrale d'un polynôme, elle est simple à calculer, c'est juste un polynôme de degré supérieur. Donc un polynôme de degré 3, sa primitive c'est un polynôme de degré 4. Et en remplaçant par 1 et moins 1, je trouve rapidement cette quantité. Pareil pour W2. Et pour des raisons de symétrie, parce que j'ai moins 1, moins alpha, alpha et 1, le oméga 4 va être égal à oméga 1 et le oméga 3 va être égal à oméga 2. Par construction, bien sûr, si vous ne voulez pas utiliser cette symétrie, vous pouvez recalculer oméga 3 et oméga 4. Par construction, I approché de P intègre exactement tout polynôme de degré inférieur ou égal à 3. Donc, est-ce qu'il existe un alpha tel que I exact de P égale I approché de P pour tout polynôme de degré strictement supérieur à 3? Si oui, quelle est cette valeur? On va maintenant le voir. On va prendre un polynôme de degré R. Tout polynôme de degré R s'écrit comme AT à la puissance R plus un polynôme de degré R-1. Où PR-1 c'est un polynôme de degré R-1. Donc ça c'est l'écriture de tout polynôme de degré R peut s'écrire sous cette forme. Donc I approché de PR c'est A la somme de WJ TJ à la puissance R plus I approché de PR-1. Donc l'intégrale, et on sait que l'intégrale de PR de T, c'est égal à A, l'intégrale de ATR, ça c'est l'intégrale exacte, c'est A l'intégrale de TR, plus l'intégrale de PR-1 de T. Donc pour que I approché PR égale à ça, pour tout polynôme PR, il suffit que l'intégrale de PR-1 soit égale à l'intégrale exacte de PR-1 pour tout polynôme de degré R-1 et que I approché de TR égale l'intégrale entre moins 1 et 1 de TR dt. Donc nous procédons par étapes pour déterminer le degré maximum du polynôme pour lequel la formule de quadrature est exacte. Donc nous avons montré au point 1 que la formule est exacte pour les polynômes de degré 3. Et on va passer à t à la puissance 4. On trouve que I approché de t4, c'est égal à la somme des oméga j tj4. Après un calcul, on trouve cette formule. Et l'intégrale de t4, c'est 2 sur 5. Donc pour que ces deux quantités soient exactes, il faut que le alpha soit égal à 1 sur racine 5. Donc en remplaçant alpha par 1 sur racine 5, on trouve ces deux quantités, ils sont égaux. La formule de quadrature est exacte pour tout polynôme de degré égal à 4.
Nous pouvons maintenant calculer les poids de la formule de quadrature. Nous allons calculer oméga 1, oméga 4 et oméga 2, oméga 4 par les formules de tout à l'heure. On trouve que oméga 1 et oméga 4 c'est 1 sur 6, les autres c'est 5 sur 6. Donc voilà la formule de quadrature qui est exacte pour les polynômes de degré 4. On peut facilement vérifier que I ap de T5 c'est 0 parce que c'est un polynôme impair, son intégral sur moins 1 c'est 0. Par contre, il ne l'est plus pour T à la puissance 6. Pourquoi? Parce que I approché avec cette formule, si je la remplace pour T6, je trouve 26 sur 75, alors que l'intégrale exacte c'est 2 sur 5. Donc, la réponse pour cette question, le degré maximum pour que cette formule est exacte est R égale à 5. Donc, ça serait tout pour cette série numéro 2. Je vous remercie et on se voit pour la série numéro 3 consacrée à la résolution des systèmes non linéaires. Encore une fois, merci pour votre attention et à la prochaine.